Cette nuit, tu écoutes l'univers vibrer. Tu es allongé, le corps déjà lourd, et au-dessus de toi, par-delà le toit, par-delà les nuages s'il y en a, s'étend l'immense étendue noire et silencieuse du ciel. On t'a toujours dit que l'espace était vide, glacé, muet, qu'aucun son ne pouvait y voyager faute d'air pour le porter. Et c'est vrai, en un sens. Mais cette nuit, tu vas apprendre que l'univers possède une autre voie, plus secrète, plus profonde, une voie qui n'a pas besoin d'air pour se propager, car elle est faite de la trame même du réel. Cette voix, l'humanité ne l'a entendue pour la première fois qu'il y a très peu de temps, après l'avoir cherchée pendant un siècle entier. Et tu vas, cette nuit, remonter le fil de cette quête, depuis l'intuition d'un homme seul devant ses équations jusqu'au matin où deux machines posées sur la Terre ont frémi en même temps, touchées par le chant d'astres morts depuis des temps que l'esprit peine à concevoir. Commençons par le commencement, par l'homme qui, le premier, a deviné que l'espace pouvait trembler. Tu connais son nom, tout le monde le connaît, c'est Einstein. Mais oublie un instant l'image du vieux savant aux cheveux blancs que l'on voit partout. Imagine-le plutôt jeune encore, penché sur des feuilles couvertes de symboles, dans les premières années du XXe siècle, en train de bâtir l'une des plus belles idées que l'esprit humain ait jamais conçues. Il cherchait à comprendre la gravité, cette force qui fait tomber les pommes et tourner les planètes, et que tout le monde croyait connaître depuis longtemps. Mais Einstein, lui, n'en était pas satisfait. Il sentait qu'il manquait quelque chose, que la vieille image de la gravité comme une force qui tire les objets les uns vers les autres, à distance, n'était pas la vérité dernière des choses. Il faut que tu mesures la solitude de cette pensée, car elle a quelque chose d'émouvant. À l'époque où Einstein bâtissait cette idée, le monde autour de lui était en feu, pris dans le tumulte d'une grande guerre, et lui, dans le calme de son bureau, poursuivait une rêverie qui n'avait l'air de servir à rien. Il maniait des symboles, des lignes d'écriture mathématique d'une difficulté redoutable, cherchant à décrire avec une précision parfaite la manière dont l'espace et le temps se déforment au voisinage des astres. Personne ne lui avait demandé ce travail. Aucune machine ne pressait, aucune urgence ne le poussait. Il avançait seul, guidé par la seule conviction que la nature, au fond des choses, devait être belle et simple, et que la vérité de la gravité se cachait dans cette beauté. Quand il a enfin abouti, il a livré au monde une description nouvelle de la réalité, une vision où l'espace et le temps cessaient d'être un décor immuable pour devenir une matière vivante, capable de se courber et de frémir. Et c'est peu après avoir posé les fondations de cette vision qu'Einstein, en explorant ses propres équations, a découvert qu'elles renfermaient une prédiction inattendue. Ces formules, lorsqu'il les poussait jusqu'au bout, lui disaient que l'espace-temps pouvait porter des ondes, des ondulations voyageant à travers lui. Cette conséquence n'était pas évidente, elle était même si subtile qu'Einstein lui-même hésita longtemps sur sa réalité, se demandant si ces ondes existaient vraiment ou si elles n'étaient qu'un artifice de ses calculs, une illusion née de la manière dont il décrivait les choses. Pendant des années, les savants ont débattu de cette question, sans pouvoir la trancher. Il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, pour comprendre enfin que ces ondes étaient bien réelles, qu'elles transportaient une véritable énergie, et qu'elles n'étaient pas un simple jeu d'écriture. La science avance ainsi, par doute et par patience, et même les plus grands esprits tâtonnent dans l'obscurité avant que la lumière ne se fasse. Ce qu'il a fini par comprendre, et qu'il a publié il y a maintenant plus d'un siècle, est si étrange et si beau que tu peux le laisser tourner en douceur dans ton esprit, comme on tourne et retourne un galet lisse au creux de sa main. La gravité, a-t-il compris, n'est pas une force au sens où on l'entendait. C'est une déformation de l'espace lui-même, et du temps avec lui. L'espace n'est pas une scène vide et figée sur laquelle se joueraient les choses. C'est une matière souple, élastique, capable de se courber, de s'étirer, de se creuser sous le poids de ce qu'elle contient. Et c'est cette courbure qui fait que les astres tournent, que les objets tombent, que la lumière elle-même infléchit sa course au passage des grandes masses. Pour saisir cela, on emploie souvent une image simple, et tu peux la former dans ton esprit maintenant que tu reposes. Imagine une grande toile tendue, souple, d'une planéité sans défaut tant que rien ne la trouble. Maintenant, pose au centre de cette toile une bille très lourde. Aussitôt, la toile se creuse autour d'elle, formant un puits, une dépression dont les bords descendent en pente douce vers le poids central. Si tu lances alors une bille plus petite près du bord, elle ne file pas tout droit. Elle suit la pente, elle tourne autour du creux,
prisonnière de la dépression que la grosse bille a formée. Voilà, en quelque sorte, ce qu'est la gravité selon Einstein. La Terre ne tire pas la Lune par un fil invisible. Elle creuse autour d'elle un puits dans l'espace, et la Lune se contente de suivre la pente de ce puits, encore et encore, sans jamais en sortir. Cette toile, dans la pensée d'Einstein, ce n'est pas seulement l'espace. C'est l'espace et le temps mêlés en une seule étoffe, que l'on nomme l'espace-temps. Le temps, lui aussi, se courbe et se ralentit près des grandes masses, de sorte qu'une horloge posée au pied d'une montagne bat un peu plus en douceur qu'une horloge posée à son sommet, plus loin du centre de la Terre. La différence est infime, imperceptible à nos sens, mais elle est réelle, mesurée depuis, vérifiée 1000 fois. Le temps n'est pas le même partout. Il dépend de la courbure du lieu où il s'écoule. Tu peux laisser cette idée vertigineuse se déposer en toi sans chercher à tout saisir d'un coup. Elle est là, simplement, comme une étoile lointaine que l'on aperçoit du coin de l'œil. Reviens un instant à cette étoffe d'espace et de temps, et apprivoise-la, car c'est elle l'héroïne de notre nuit. Nous avons tellement l'habitude de penser l'espace comme un vide, comme un rien, comme l'absence pure dans laquelle les choses flottent, qu'il nous est difficile d'imaginer qu'il puisse être quelque chose, qu'il puisse avoir une forme, une souplesse, une vie propre. Et pourtant, c'est bien ce que nous dit la science depuis Einstein. L'espace n'est pas un vide passif. C'est une trame, un tissu, une réalité qui possède sa géométrie, et cette géométrie peut changer. Là où il n'y a rien, là où aucun astre ne pèse, le tissu de l'espace est plat, lisse, tranquille. Mais là où se trouve une masse, il se courbe, il se creuse, il s'incline, et c'est cette inclinaison du tissu qui guide la course des astres et la chute des corps. Imagine ce tissu comme une vaste nappe d'eau d'un calme absolu, sur laquelle la moindre perturbation laisse une trace. Tant que rien ne la trouble, la surface demeure lisse comme un miroir. Mais qu'un objet y tombe, qu'un mouvement l'agite, et aussitôt des rides naissent et s'éloignent, propageant au loin le souvenir de ce qui s'est passé. L'espace-temps est cette nappe immense, étendue sur tout l'univers, et nous vivons tous à sa surface, sans en avoir conscience, portés par ses courbures, traversés par ses rides. Notre Terre elle-même, en ce moment, creuse autour d'elle un léger puits dans cette nappe, et c'est ce puits qui nous tient au sol, qui fait que tu reposes de tout ton poids sur ta couche au lieu de flotter dans l'air. La gravité que tu sens, ce poids qui enfonce ton corps dans le lit, n'est rien d'autre que la pente du tissu de l'espace sous le poids de la Terre. Songe, dans le calme de cette nuit, à l'étrangeté apaisante de cette vérité. Tu as toujours cru que le temps coulait partout du même pas, égal et indifférent, comme une rivière unique qui emporterait tout le monde au même rythme. Mais il n'en est rien. Le temps s'écoule un peu plus en douceur au pied des montagnes qu'à leur sommet, un peu plus en douceur près de la Terre que loin d'elle dans l'espace. Les horloges les plus fines, embarquées dans nos satellites, doivent tenir compte de cette différence, sans quoi nos instruments de navigation se tromperaient. Le temps est élastique, comme l'espace, et tous deux ne forment qu'une seule étoffe souple, qui se courbe ensemble sous le poids des astres. Cette pensée pourrait donner le vertige, et pourtant, dans la pénombre, elle a quelque chose de doux, comme si elle te rappelait que le monde est plus vaste et plus étrange, et donc plus merveilleux, que tout ce que tu avais imaginé. Or, voici ce qu'Einstein a deviné ensuite, et c'est là que commence vraiment notre histoire de cette nuit. Si l'espace-temps est une étoffe souple, capable de se creuser sous le poids des astres, alors il doit aussi pouvoir vibrer. Pense de nouveau à la toile tendue. Si tu te contentes d'y poser la bille et de la laisser immobile, la toile reste creusée, mais calme. Mais si tu remues la bille, si tu la fais danser, monter et descendre, tourner sur place, alors la toile tout entière se met à frémir, et des rides se forment à sa surface, qui s'éloignent du centre en cercle concentrique, comme les ondes que produit un caillou jeté dans un étang. Ces rides, ce sont des ondulations de la toile, qui transportent au loin le mouvement de la bille. Einstein a compris qu'il devait en aller de même pour l'espace-temps. Lorsque des masses très lourdes sont mises en mouvement, lorsqu'elles accélèrent, tournent l'une autour de l'autre, ou se précipitent les unes vers les autres, elles font trembler la trame de l'espace-temps autour d'elles. Et ce tremblement ne reste pas sur place. Il se propage, il s'éloigne de sa source à la vitesse de la lumière, en ondulations qui parcourent l'univers. Voilà ce que sont les ondes gravitationnelles. Ce ne sont pas des ondes qui voyagent à travers l'espace, comme le son voyage à travers l'air.
Ce sont des ondulations de l'espace lui-même, des frémissements de la trame du réel, qui étirent et compriment tour à tour, en passant, tout ce qu'il traverse. Arrête-toi un instant sur cette idée, car elle est étrange à en avoir le vertige, et pourtant tu peux la contempler avec calme. Quand une onde gravitationnelle traverse une région de l'espace, elle déforme cette région. Pendant un très bref instant, les distances s'y allongent dans un sens et se raccourcissent dans l'autre, puis l'inverse se produit, et ainsi de suite, au rythme de l'onde. Si une telle onde te traversait en ce moment, ton corps lui-même s'étirerait et se comprimerait, d'une quantité infime, dans un sens puis dans l'autre. La pièce où tu reposes deviendrait un instant un peu plus longue et un peu moins large, puis un peu plus large et un peu moins longue. L'espace respire au passage de l'onde, il se dilate et se resserre, et tout ce qu'il contient respire avec lui. Mais rassure-toi, et laisse cette pensée t'apaiser plutôt que t'inquiéter. Cet effet est si faible, d'une ténuité à peine concevable, que tu ne le sens pas, que personne ne le sent jamais, que pendant un siècle entier on a cru qu'il serait à jamais impossible de le mesurer. Car l'espace-temps est une étoffe d'une rigidité extraordinaire. Il faut des événements d'une violence inouïe pour le faire trembler de manière perceptible, et même alors, le tremblement qui nous parvient, après un long voyage à travers le cosmos, est d'une petitesse qui défie l'imagination. Einstein lui-même, qui avait pourtant prédit ces ondes par le calcul, doutait qu'on pût jamais les détecter. Il les croyait réelles, mais à jamais hors de portée de nos instruments. Et pendant des décennies, beaucoup de savants pensèrent comme lui. Pour comprendre quels événements peuvent faire trembler l'espace-temps avec assez de force, il faut que tu lèves les yeux, en pensée, vers les objets les plus extrêmes de l'univers. Les astres ordinaires, comme notre Soleil, sont bien trop diffus, bien trop tranquilles dans leur course. Ils creusent leur puits dans l'espace-temps, mais ils ne le font guère vibrer. Pour cela, il faut des objets d'une densité monstrueuse, des astres effondrés sur eux-mêmes, concentrant la masse de plusieurs soleils dans un espace minuscule. Il faut des étoiles à neutrons, ces cadavres d'étoiles si denses qu'une cuillerée de leur matière pèserait autant qu'une montagne. Et il faut, plus extrême encore, des trous noirs, ces régions de l'espace où la matière s'est effondrée d'un seul tenant, au point que rien, pas même la lumière, ne peut plus s'en échapper. Arrête-toi un moment sur ces trous noirs, car ils sont parmi les objets les plus mystérieux de tout l'univers, et il y a, à les contempler en pensée, une fascination tranquille. Imagine une étoile bien plus massive que notre Soleil, qui a brillé pendant des millions d'années, brûlant son combustible dans un grand feu nucléaire. Quand ce combustible s'épuise, l'étoile ne peut plus lutter contre sa propre gravité, et son cœur s'effondre sur lui-même, se contractant en un point d'une densité inconcevable. Toute la matière qui composait ce cœur se retrouve concentrée dans un espace si petit, et sa gravité devient si forte, que plus rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. C'est pourquoi on les nomme des trous noirs. Ils ne brillent pas, ils n'émettent aucune lueur, ils sont des puits de ténèbres dans la trame de l'espace, des régions d'où rien ne revient. Autour d'eux s'étend une frontière invisible, au-delà de laquelle il n'y a plus de retour possible, et même le temps, dit-on, s'y comporte de manière étrange. Un trou noir, parce qu'il concentre tant de masse en si peu d'espace, creuse dans la trame du réel un puits d'une profondeur sans pareille, un entonnoir vertigineux qui plonge vers l'inconnu. Et c'est justement parce qu'ils creusent l'espace-temps avec une telle intensité que les trous noirs sont les meilleurs émetteurs d'ondes gravitationnelles que l'on connaisse. Quand deux d'entre eux se rencontrent et tournent l'un autour de l'autre, ils agitent la trame du réel avec une force qu'aucun autre objet ne peut égaler. Ce sont des marteaux cosmiques qui frappent l'enclume de l'espace, et le son de ces coups, ce frémissement, voyage à travers l'univers entier. C'est de la rencontre de tels astres que naissent les ondes les plus puissantes. Imagine deux trous noirs qui, quelque part dans l'immensité, se sont trouvés liés l'un à l'autre par leur gravité, et qui depuis des millions d'années tournent l'un autour de l'autre, comme deux danseurs enlacés au centre d'une salle obscure. Au début, ils sont encore loin l'un de l'autre, et leur onde est lente, majestueuse. Mais à chaque tour, ils perdent un peu d'énergie, emportés justement par les ondes gravitationnelles qu'ils émettent, ces rides qu'ils impriment à l'espace-temps en tournant. Et plus ils perdent de l'énergie, plus ils se rapprochent, et plus ils se rapprochent, plus leur onde s'accélère. La danse, peu à peu, devient une course folle. Suis cette danse en pensée, car elle est au cœur de notre histoire de cette nuit. À mesure que les deux trous noirs se rapprochent,
Ils tournent de plus en plus vite, des dizaines, puis des centaines de fois par seconde, tournoyant l'un autour de l'autre à une vitesse qui approche celle de la lumière. Et tandis qu'ils accélèrent ainsi, les ondes qu'ils émettent montent à leur tour en fréquence et en force, comme une note qui s'élève et enfle. Puis vient l'instant ultime, l'instant où les deux astres se touchent, où leurs frontières fusionnent, où ils ne forment plus qu'un seul trou noir, plus grand, qui frémit encore quelques instants avant de retrouver le calme. En cette fraction de seconde finale, l'espace-temps tremble avec une violence inconcevable, et une bouffée d'ondes gravitationnelles part dans toutes les directions, emportant l'énergie de cette union. Il y a une logique simple et belle derrière cette accélération, et tu peux la suivre sans effort, comme on suit le fil d'une histoire. Chaque fois que les deux astres tournent l'un autour de l'autre, ils émettent un peu d'ondes gravitationnelles, et ces ondes emportent loin une part de leur énergie. Or, en perdant de l'énergie, les deux astres ne peuvent plus se tenir aussi éloignés l'un de l'autre. Ils se rapprochent un peu. Et plus ils se rapprochent, plus leur gravité mutuelle les attire, plus ils tournent vite, et plus ils tournent vite, plus ils émettent d'ondes, et plus ils en émettent, plus ils perdent d'énergie, et plus ils se rapprochent encore. C'est un cercle qui s'emballe, une spirale qui se resserre toujours davantage, de plus en plus vite, jusqu'à la fusion finale. La danse commence donc lente et large, sur des millions d'années, puis s'accélère, se resserre, et se précipite dans ces derniers instants en une course folle. C'est cette accélération même qui donne au signal sa forme si particulière, cette montée vers l'aigu et vers la force qui fait songer à un chant. Laisse-toi habiter par cette image, car elle est d'une beauté grave. Pendant des millions, peut-être des milliards d'années, ces deux astres ont tourné l'un autour de l'autre, dans une danse si lente qu'aucun œil n'aurait pu en suivre le mouvement, une ronde patiente qui se poursuivait dans le silence et l'obscurité des grands espaces, loin de tout regard. Et puis, à la toute fin, dans le dernier instant de cette danse longue de millions d'années, tout s'accélère et s'achève en une fraction de seconde. Les deux astres, qui ont mis des âges à se rapprocher, se touchent enfin, et en cet éclair, ils libèrent dans l'espace une énergie que rien n'égale. C'est comme si toute la patience accumulée pendant des éons se déchargeait d'un coup, dans un dernier soupir colossal. Il y a là quelque chose de poignant, cette lenteur infinie qui se résout en un instant, cette longue approche qui se conclut en un baiser de feu. Et il faut bien comprendre que tout cela se déroule dans un silence absolu, au sens où nous l'entendons d'ordinaire. Aucun son ne traverse le vide de l'espace, aucune oreille n'aurait pu entendre cette fusion au sens où l'on entend un bruit. Et pourtant, l'espace lui-même tremble, frémit, ondule, et c'est ce frémissement de la trame du réel qui voyage vers nous et que nos machines, bien plus tard, sauront recueillir. Ce n'est pas un son au sens ordinaire, mais c'est bien une vibration, une pulsation de la réalité, et c'est pourquoi l'on peut parler, sans tout à fait se tromper, du chant de ces astres. Un chant que personne n'entend dans l'espace, mais que la trame de l'univers transporte, fidèle, jusqu'à nous. Cette énergie, il faut que tu en mesures l'ampleur, car elle dépasse tout ce que l'on peut concevoir. Lors de la fusion de deux trous noirs, l'équivalent de plusieurs fois la masse de notre Soleil peut être converti, en un instant, en énergie pure rayonnée sous forme d'ondes gravitationnelles. Pendant cette fraction de seconde, l'événement brille, si l'on peut dire, plus que toutes les étoiles de tout l'univers visible réunies, non pas en lumière, mais en ondes gravitationnelles. C'est le plus puissant phénomène que l'on connaisse, et pourtant il ne produit aucune lueur, aucun éclat visible. Toute cette énergie colossale part dans le frémissement de l'espace lui-même, en silence, invisible, voyageant à travers le cosmos comme un cri muet. Et ce cri muet voyage longtemps. Très longtemps. Car les sources de ces ondes sont en général d'une distance vertigineuse, à des étendues que la pensée a peine à parcourir. L'onde qui naît de la fusion de deux trous noirs s'élance à travers l'univers et parcourt des millions, parfois plus d'1 milliard d'années-lumière avant de parvenir jusqu'à nous. Pendant tout ce temps, elle voyage, fidèle, à la vitesse de la lumière, traversant les vides intergalactiques, les amas d'étoiles, les nuages de gaz, sans presque jamais s'affaiblir d'autre chose que de la distance même. Et à mesure qu'elle s'éloigne de sa source, elle s'étale, elle se dilue, et le tremblement qu'elle porte devient de plus en plus ténu, jusqu'à n'être plus, quand il nous atteint, qu'un frémissement d'une petitesse extrême. Pense à cela quand tu lèves les yeux vers le ciel. Les ondes qui nous parviennent aujourd'hui sont parties il y a si longtemps que, lorsqu'elles ont quitté leur source,
la Terre était bien différente, et l'humanité n'existait pas encore. Pendant que ces ondes traversaient l'univers, des continents ont dérivé, des espèces sont apparues et ont disparu, des civilisations sont nées et se sont éteintes. Et tout ce temps, sans que personne le sache, ces ondulations de l'espace cheminaient vers nous, comme une lettre lancée à travers le temps par des astres morts depuis des éons. C'est cette patience inouïe du voyage qui rend si émouvante la première fois où nous avons su les recevoir. Mais avant de pouvoir les recevoir, il fallait inventer le moyen de les sentir, et c'est là que commence l'autre versant de notre histoire, celui des hommes et des machines. Car prédire l'existence des ondes gravitationnelles par le calcul était une chose. Bâtir un instrument capable de détecter un tremblement aussi infime en était une autre, bien plus difficile encore. Pendant des décennies, des physiciens du monde entier ont rêvé de relever ce défi, et beaucoup ont douté que ce fût possible. Comment mesurer un effet si petit qu'il échappe à toute intuition, un étirement de l'espace plus ténu que tout ce que l'on n'avait jamais songé à mesurer? Il fallait, pour cela, des trésors d'ingéniosité, de patience, et une foi obstinée en cette idée née un siècle plus tôt sous la plume d'Einstein. Pour saisir l'ampleur du défi, il faut que tu te représentes l'extrême petitesse de ce que l'on cherchait à mesurer. Lorsqu'une onde gravitationnelle issue de la fusion de deux trous noirs lointains traverse la Terre, elle étire et comprime l'espace autour de nous. Mais de combien? D'une quantité si minuscule qu'aucun mot ordinaire ne suffit à la dire. Sur une distance de quelques kilomètres, l'allongement provoqué par le passage de l'onde est plus petit que la taille d'un proton, c'est-à-dire plus petit qu'une des particules infimes qui composent le cœur des atomes. On cherchait à mesurer un changement de longueur des milliers de milliards de fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. C'était comme vouloir mesurer la distance de la Terre à l'étoile la plus proche avec une précision inférieure à l'épaisseur d'un cheveu. La tâche semblait relever du rêve impossible. Et pourtant, des hommes ont rêvé ce rêve et l'ont rendu réel. Pour mesurer l'imperceptible, ils ont conçu des machines d'une taille et d'une précision extraordinaires, que l'on nomme des interféromètres. Le mot est savant, mais l'idée, au fond, est belle et limpide, et tu peux la suivre sans effort. Imagine deux longs couloirs, deux bras gigantesques, disposés en forme de L, c'est-à-dire à angle droit l'un de l'autre, partant tous deux d'un même coin. Chacun de ces bras mesure plusieurs kilomètres de long. Au coin, là où les deux bras se rejoignent, on place une source de lumière, un faisceau laser, que l'on sépare en deux. Une moitié part dans un bras, l'autre moitié dans l'autre bras. Suis le chemin de cette lumière, car c'est en elle que réside toute l'astuce. Chaque moitié du faisceau file le long de son bras, parcourt les kilomètres jusqu'à un miroir placé tout au bout, s'y réfléchit, et revient au coin de départ. Là, les deux moitiés du faisceau se retrouvent et se recombinent. Or la lumière est une onde, elle aussi, faite de crêtes et de creux qui se succèdent. Quand les deux faisceaux reviennent au point de rencontre, si les deux bras ont exactement la même longueur, les ondes lumineuses se retrouvent dans une certaine configuration précise. Mais si l'un des bras s'est allongé, ne serait-ce que d'un cheveu, par rapport à l'autre, alors la lumière qu'il a parcourue a mis un tout petit peu plus de temps à revenir, et lorsqu'elle se recombine avec l'autre faisceau, le décalage se traduit par un changement dans la lumière que l'on recueille à la sortie. Voilà le principe. C'est en comparant les deux bras, en mesurant l'écart infime entre la longueur de l'un et celle de l'autre, que l'on peut détecter le passage d'une onde gravitationnelle. Car lorsque l'onde traverse l'instrument, elle étire l'un des bras pendant qu'elle comprime l'autre, puis l'inverse, au rythme de son passage. Cet étirement et ce raccourcissement, bien que plus petit que la taille d'un proton, modifie de façon infime le temps que met la lumière à parcourir chaque bras, et donc la manière dont les deux faisceaux se recombinent. La lumière, en se recomposant, trahit ainsi le frémissement de l'espace. L'instrument transforme un tremblement invisible de la trame du réel en un signal que l'on peut enregistrer, mesurer, étudier. Ces machines existent vraiment, et tu peux te les représenter posées sur notre Terre, gigantesques et patientes. Les plus célèbres portent le nom de LIGO, et il y en a deux, jumelles, construites dans deux régions différentes des États-Unis. L'une se trouve dans le nord-ouest, dans l'État de Washington, en un lieu nommé Hanford. L'autre est située loin de là, dans le sud, en Louisiane, près d'une ville appelée Livingston. Chacune de ces deux installations possède ses deux bras en forme de L, longs de 4 kilomètres chacun. Imagine ces immenses tubes rectilignes courant à travers le paysage,
sous lesquels passe le faisceau laser, protégé du moindre souffle d'air, du moindre grain de poussière, par un vide aussi parfait que celui de l'espace. Représente-toi un instant la délicatesse de ces machines, car c'est en elles que se mesure le génie de leur bâtisseur. À l'intérieur de chacun de ces longs bras règne un vide presque parfait, l'un des vides les plus poussés que l'homme sache produire, car la moindre molécule d'air sur le chemin du faisceau viendrait troubler la mesure. La lumière y voyage dans un silence absolu de matière, comme dans le vide interstellaire. Aux extrémités des bras sont suspendus des miroirs, mais ce ne sont pas des miroirs ordinaires. Ce sont des blocs de verre d'une pureté extrême, polis avec un soin tel que leur surface, si on l'agrandissait à la taille de la Terre, ne présenterait pas de relief plus haut que quelques centimètres. Ces miroirs sont suspendus à des fils délicats, comme des pendules, afin que rien du tremblement du sol ne se transmette à eux, afin qu'ils restent aussi mobiles que possible, libres de tout mouvement, sauf de celui infime que provoquerait le passage d'une onde gravitationnelle. Et c'est là le défi le plus subtil que ces hommes ont dû relever. Car la Terre, sous nos pieds, n'est jamais tout à fait tranquille. Elle tremble sans cesse, secouée par les vagues qui s'écrasent sur les côtes lointaines, par le vent qui pousse contre les montagnes, par le passage des véhicules, par les mouvements de ses entrailles. Tous ces frémissements terrestres sont bien plus grands, par-delà toute comparaison, que le tremblement que l'on cherche à mesurer. C'est comme vouloir entendre un murmure au milieu d'une tempête. Pour y parvenir, les chercheurs ont conçu des systèmes d'une ingéniosité prodigieuse, des suspensions en cascade, des amortisseurs subtils, qui isolent les miroirs du tremblement du sol et les laissent flotter dans un calme presque absolu. Tout, dans ces machines, vise à supprimer le moindre bruit, à effacer toute perturbation, pour ne laisser subsister que le frémissement venu du ciel. Pense au laser lui-même, cette lumière d'une pureté extraordinaire qui parcourt sans cesse les bras de l'instrument. Pour augmenter la sensibilité de la mesure, on fait en sorte que la lumière ne traverse pas le bras une seule fois, mais des centaines de fois, rebondissant entre les miroirs, parcourant ainsi un chemin total bien plus long que les 4 kilomètres apparents. Plus le chemin de la lumière est long, plus le moindre changement de longueur du bras se traduit par un décalage perceptible. C'est par cette astuce, et par 1000 autres encore, que l'on parvient à percevoir un déplacement plus petit qu'un proton. L'ensemble est d'une complexité vertigineuse, fruit du travail de centaines de chercheurs et d'ingénieurs sur des décennies, et pourtant l'idée qui le gouverne demeure simple et belle. Comparer deux longueurs avec de la lumière, et guetter l'instant où une onde venue du cosmos viendra les troubler. Pourquoi deux machines, et non une seule, te demandes-tu peut-être dans la douceur de cette nuit? La raison est belle, et elle tient à la prudence des chercheurs. Un instrument aussi sensible réagit à 1000 choses qui n'ont rien à voir avec les ondes gravitationnelles. Le passage lointain d'un camion, le tremblement infime du sol, la chute d'une vague sur une côte éloignée, le moindre frémissement de la terre. Comment distinguer alors le vrai signal, venu des profondeurs du cosmos, de tous ces bruits terrestres? La réponse est simple et ingénieuse. Une onde gravitationnelle, venue de l'espace, traverse la Terre de part en part et atteint donc les deux machines, séparées par des milliers de kilomètres, à quelques millièmes de seconde d'intervalle. Un bruit local, lui, n'affecte qu'une seule des deux. Si les deux instruments, distants de tout un continent, frémissent en même temps, de la même manière, alors c'est qu'un signal réel les a traversés tous deux. C'est l'accord des deux machines qui fait la certitude. Ces deux machines américaines ne sont d'ailleurs pas seules. Au fil du temps, d'autres détecteurs sont venus les rejoindre à travers le monde, formant un véritable réseau tendu sur la planète pour guetter les frémissements du cosmos. En Italie, près de la ville de Pise, se dresse un instrument du même genre, que l'on nomme Virgo, avec ses bras longs de 3 kilomètres. Plus à l'est, au Japon, un autre détecteur, appelé Kagra, a été creusé sous une montagne, à l'abri des tremblements de la surface. Plus il y a de machines réparties sur le globe, mieux on peut non seulement confirmer un signal, mais aussi déterminer d'où il vient dans le ciel, en comparant les instants où il atteint chacune d'elles. Le réseau tout entier devient ainsi une grande oreille, tendue vers l'univers, à l'affût de ses murmures les plus profonds. Imagine maintenant le travail patient de ceux qui veillent sur ces machines. Pendant des années, les instruments ont été perfectionnés, affinés, rendus toujours plus sensibles, jusqu'à atteindre cette précision qui permet de mesurer un déplacement plus petit qu'un proton. Pendant des années, les chercheurs ont guetté,
surveiller les données, sans jamais rien capter de certain. C'était une attente d'une patience inouïe, soutenue par la seule foi en cette idée née un siècle plus tôt. Beaucoup de ceux qui avaient commencé ce travail dans leur jeunesse craignaient de ne jamais voir le jour où l'on entendrait enfin l'univers trembler. Et puis, un matin, l'attente a pris fin. C'était au mois de septembre, le 14 septembre 2015. Les machines venaient tout juste d'être remises en marche après une longue période de perfectionnement. Et ce matin-là, à quelques millièmes de seconde d'intervalle, les deux détecteurs de LIGO, l'un dans l'État de Washington, l'autre en Louisiane, ont frémi de la même manière. Un signal était passé, bref, net, identique sur les deux machines distantes de tout un continent. L'espace-temps avait tremblé, et pour la première fois dans toute l'histoire humaine, des instruments l'avaient senti. Ce signal, on lui a donné un nom, fait de lettres et de chiffres marquant la date de sa venue. Mais derrière ce nom austère se cache l'un des plus grands événements de l'histoire de la science. Imagine la scène, dans le calme de cette nuit, car elle a quelque chose de presque irréel. Au moment où le signal est passé, presque personne ne veillait. Les machines venaient à peine de reprendre du service, et l'on ne s'attendait pas encore à capter quoi que ce soit. Le frémissement a traversé les deux détecteurs, silencieux, sans que nul ne s'en aperçoive sur l'instant. Ce sont les ordinateurs, scrutant sans relâche les données, qui ont relevé la coïncidence et donné l'alerte. Quand les chercheurs ont vu le signal, beaucoup ont d'abord refusé d'y croire. Le frémissement était si net, si parfait, si conforme à ce que la théorie prédisait, qu'ils ont craint une erreur, ou même une farce, quelqu'un qui aurait glissé un faux signal pour tester leur vigilance. Pendant des semaines, ils ont vérifié, contrôlé, douté, écarté une à une toutes les explications possibles, avant d'oser enfin se rendre à l'évidence. Le signal était vrai. L'espace avait tremblé, et leur machine l'avait saisi. Après un siècle d'attente, après des décennies de travail, l'humanité venait d'entendre, pour la première fois, le frémissement de l'univers. Songe à ce que durent ressentir ces chercheurs, dont certains avaient consacré toute leur vie à ce moment. Des hommes et des femmes qui, jeunes, avaient rêvé de capter un jour ces ondes, et qui, devenus âgés, avaient presque renoncé à l'espoir de le voir de leur vivant. Et voilà que, soudain, le rêve se réalisait, que la chose impossible devenait réelle, que la prédiction d'un homme un siècle plus tôt se trouvait confirmée de la plus belle manière. Il y a là une joie que peu d'êtres humains ont connue, la joie de voir aboutir une quête commencée bien avant soi, et qui se poursuivra bien après. Ce ne fut pas le triomphe d'un seul, mais celui d'une longue chaîne d'esprits, reliés par-delà les générations par une même question, posée à l'univers avec une patience sans fin. Que disait ce signal? Quand les chercheurs l'ont analysé, ils y ont lu une histoire vieille de plus d'1 milliard d'années. Le frémissement qui avait traversé leur machine était né de la fusion de deux trous noirs, quelque part à environ 1,3 milliard d'années-lumière de nous. Deux trous noirs énormes, l'un d'environ 36 fois la masse de notre Soleil, l'autre d'environ 29 fois, qui depuis des temps immémoriaux tournaient l'un autour de l'autre, se rapprochant en spirale, accélérant leur danse, jusqu'à se fondre en un seul trou noir d'environ 62 fois la masse du Soleil. Et dans cette fusion, l'équivalent d'environ 3 masses solaires avait été converti, en une fraction de seconde, en énergie pure rayonnée sous forme d'ondes gravitationnelles. 3 soleils entiers, transformés en frémissement de l'espace, en un battement de cœur. Reprends ces chiffres avec douceur, car ils donnent le vertige. 3 fois la masse de notre Soleil, cette étoile énorme qui pourrait contenir 1 million de terres, évanouie en un instant, non pas en lumière, non pas en chaleur, mais en pure ondulation de l'espace-temps. C'est cette bouffée d'énergie colossale qui, après avoir voyagé plus d'1 milliard d'années à travers le cosmos, s'était diluée au point de ne plus produire, en traversant la Terre, qu'un infime tremblement, plus petit qu'un proton, mais juste assez pour faire frémir, à l'unisson, 2 machines géantes posées de part et d'autre d'un continent. Toute la violence de cet événement cosmique, réduite par la distance à ce souffle ténu, captée de justesse par l'oreille la plus fine que l'humanité ait jamais tendue vers le ciel. Et c'est ici qu'intervient l'idée la plus belle de notre histoire, celle qui te permet de comprendre pourquoi l'on dit que nous avons entendu l'univers. Car le signal capté par les machines, lorsqu'on l'examine, a une forme particulière, qui raconte la danse finale des deux trous noirs. Au début, quand les astres tournent encore l'un autour de l'autre à distance, l'onde qu'ils émettent est lente et faible. Puis,
À mesure qu'ils se rapprochent et que leur onde s'accélère, l'onde monte en fréquence et en force. Elle s'élève, elle enfle, de plus en plus vite, de plus en plus fort, jusqu'à l'instant de la fusion, où elle atteint son sommet, avant de s'éteindre presque aussitôt, comme un dernier frisson de l'astre nouveau-né qui retrouve le calme. Cette montée en fréquence et en force, les physiciens lui ont donné un nom imagé, tiré du chant des oiseaux. Ils l'appellent un gazouillis. Car si l'on prend ce signal et qu'on le convertit en son, en faisant vibrer un haut-parleur au rythme de l'onde, il tombe justement, par une coïncidence merveilleuse, dans le domaine des sons que l'oreille humaine peut percevoir. Et ce que l'on entend alors, c'est un bref glissement sonore qui monte en hauteur, d'une note grave vers une note plus aiguë, en s'enflant, et qui s'achève par une brusque montée finale avant de se taire. Un peu comme le chant d'un oiseau, un gazouillis qui monte et s'éteint. Le chant de deux trous noirs qui s'unissent, traduit en un son que tu pourrais presque fredonner. Il y a une raison profonde à cette coïncidence merveilleuse, et elle mérite que tu t'y arrêtes. La hauteur d'un son, ce qui fait qu'une note nous paraît grave ou aiguë, dépend de la rapidité de la vibration qui la produit. Et il se trouve que la danse finale de deux trous noirs de quelques dizaines de fois la masse du Soleil produit des vibrations dont la rapidité tombe justement dans la gamme que notre oreille sait percevoir, entre les notes graves et les notes aiguës qui composent la musique humaine. Ce n'est pas que l'on entende vraiment le son voyager depuis l'espace, car aucun son ne traverse le vide. C'est que la vibration de l'espace, une fois captée et transformée en mouvement d'un haut-parleur, donne naissance à un son qui, par cette belle coïncidence, ressemble à ceux que nous connaissons. L'univers, en somme, fredonne dans une tessiture que nous pouvons partager, comme s'il nous parlait dans une langue que, par chance, nous savons entendre. Et c'est pourquoi les chercheurs, lorsqu'ils ont voulu faire partager leurs découvertes, n'ont pas seulement montré des courbes et des chiffres. Ils ont fait écouter ce gazouillis, ce petit chant montant, et chacun, en l'entendant, a pu sentir vibrer en lui quelque chose de cet événement lointain. Et ce réseau de machines réparties sur le globe ne sert pas seulement à confirmer les signaux. Il permet aussi de deviner d'où ils viennent dans le ciel. Car une onde gravitationnelle, voyageant à la vitesse de la lumière, n'atteint pas toutes les machines exactement au même instant. Selon la direction d'où elle vient, elle touche d'abord l'une, puis l'autre, à quelques millièmes de seconde d'écart. En comparant ces minuscules différences de temps entre les détecteurs d'Amérique, d'Italie et du Japon, les chercheurs parviennent à remonter vers la région du ciel d'où le signal est parti, comme on retrouve l'origine d'un éclair en comparant l'instant où le tonnerre parvient à des oreilles éloignées. Plus le réseau compte de machines, plus cette localisation devient précise. C'est ainsi que l'oreille tendue vers le ciel apprend non seulement à entendre, mais aussi à savoir d'où vient ce qu'elle entend, et c'est cette capacité qui allait permettre, bientôt, l'une des plus belles découvertes de toute cette aventure. Laisse-toi bercer par cette image, car elle est au cœur de ce que nous célébrons cette nuit. Pendant des millénaires, l'humanité a regardé le ciel. Elle a contemplé les étoiles, suivi la course des planètes, scruté les profondeurs du cosmos avec des télescopes de plus en plus puissants. Mais toujours, elle s'est servie de ses yeux, ou d'instruments qui prolongeaient ses yeux, recueillant la lumière venue des astres. L'univers, pour nous, était un grand spectacle silencieux, une immense scène muette que l'on regardait sans jamais l'entendre. Et voici qu'avec les ondes gravitationnelles, pour la première fois, un autre sens s'éveille. Nous n'avons pas seulement vu un nouvel objet dans le ciel. Nous avons, en un sens profond, entendu l'univers. Après des âges passés à le regarder, nous avons commencé à l'écouter. Cette différence est plus qu'une métaphore, et tu peux la goûter dans sa profondeur. La lumière et les ondes gravitationnelles ne nous racontent pas les mêmes choses. La lumière vient de la surface des astres, de leur enveloppe brillante, et elle est souvent arrêtée, dispersée, absorbée par les nuages de gaz et de poussière qui parsèment le cosmos. Les ondes gravitationnelles, elles, naissent du mouvement même des masses, du cœur des événements les plus violents, et elles traversent l'univers presque sans entrave, sans se laisser arrêter par rien. Elles nous apportent des nouvelles d'objets que la lumière ne peut nous montrer, comme ces trous noirs qui, par nature, n'émettent aucune lueur. Avant les ondes gravitationnelles, on devinait l'existence des trous noirs par leurs effets sur ce qui les entoure. Avec elles, on les entend sans détour, on perçoit le frémissement de leur danse, on assiste à leur union. C'est une fenêtre tout à fait nouvelle qui s'est ouverte sur le réel, non pas une fenêtre pour les yeux, mais une fenêtre pour l'ouïe.
Il faut que tu mesures aussi le temps qu'il a fallu pour parvenir à cet instant, car cette lenteur même a quelque chose d'apaisant. Entre le moment où Einstein a prédit l'existence de ces ondes, par le calcul, dans la solitude de sa pensée, et le moment où on les a enfin entendues, il s'est écoulé tout juste un siècle. 100 ans. 100 ans de doute, d'espoir, de progrès patient dans la science des lasers, des miroirs, du vide et de la mesure. 100 ans pendant lesquels des générations de chercheurs se sont relayés, transmettant le rêve de l'un à l'autre, perfectionnant peu à peu les outils, jusqu'à ce que la machine soit enfin assez fine pour saisir l'infime tremblement. Un homme avait imaginé une chose si subtile qu'il la croyait à jamais hors de portée, et un siècle plus tard, l'humanité, par son travail obstiné, avait rendu possible l'impossible. Il y a, dans cette patience tenue sur 100 ans, une grandeur tranquille qui inspire le respect. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cette première détection, et la suite est plus belle encore. Car si les premiers signaux entendus venaient de la fusion de trous noirs, qui n'émettent aucune lumière, un autre événement allait bientôt unir l'ouïe et la vue du cosmos en un même instant. Cela s'est produit moins de 2 ans plus tard, au mois d'août 2017. Ce jour-là, les machines ont de nouveau frémi, mais le signal était un peu différent des précédents. Plus long, plus délicat, il ne venait pas de 2 trous noirs, mais de la fusion de 2 étoiles à neutrons, ces autres astres extrêmes, ces cadavres d'étoiles d'une densité prodigieuse, mais qui, à la différence des trous noirs, peuvent émettre de la lumière lorsqu'ils se rencontrent. Il faut que tu saches ce qu'est une étoile à neutrons, car c'est l'un des objets les plus stupéfiants de l'univers, et le contempler en pensée a quelque chose d'apaisant par son étrangeté même. Quand une étoile très massive arrive au terme de sa vie, son cœur s'effondre, mais parfois il ne va pas jusqu'à former un trou noir. Il s'arrête à un stade intermédiaire, où toute la matière du cœur se trouve comprimée à un point inimaginable. Les atomes eux-mêmes y sont écrasés, leurs composants tassés les uns contre les autres, jusqu'à former une matière d'une densité qui dépasse l'entendement. Une étoile à neutrons concentre une masse comparable à celle de notre Soleil dans une sphère de quelques kilomètres seulement, à peine la taille d'une ville. Une simple cuillerée de cette matière, si l'on pouvait en prélever, pèserait autant qu'une montagne entière. Ces astres tournent souvent sur eux-mêmes à une vitesse vertigineuse, plusieurs fois par seconde, et certains balaient l'espace d'un faisceau régulier, comme des phares cosmiques tournant dans la nuit. Maintenant, imagine 2 de ces astres prodigieux liés l'un à l'autre, tournant l'un autour de l'autre, se rapprochant en spirale au fil des âges, exactement comme les trous noirs, mais avec cette différence que ces astres-là, eux, possèdent une surface, une matière qui peut briller. Quand ils se rencontrent enfin, quand ils se touchent et se déchirent dans la collision la plus violente, une partie de leur matière est projetée dans l'espace, chauffée à des températures inconcevables, et c'est cette matière qui s'illumine, qui brille dans le ciel d'une lueur nouvelle. On a donné un nom à ce flamboiement, on l'appelle une kilonova, et c'est l'une des lumières les plus rares et les plus précieuses que le ciel puisse nous offrir. Suis ce qui s'est passé alors, car c'est une merveille de coordination humaine. Au moment même où les détecteurs d'ondes gravitationnelles enregistraient le frémissement de cette fusion, et grâce au réseau de machines réparties sur le globe, on a pu déterminer assez bien de quelle région du ciel il provenait. Aussitôt, l'information a été transmise aux observatoires du monde entier, et des télescopes de toutes sortes se sont tournés vers cette région du ciel pour y chercher une lueur. Et la lueur était là. Dans une galaxie lointaine, on a vu apparaître un point lumineux nouveau, là où les 2 étoiles à neutrons venaient de se fondre. Pour la première fois, un même événement cosmique était à la fois entendu, par ses ondes gravitationnelles, et vu, par sa lumière. L'oreille et l'œil de l'humanité s'étaient tournés ensemble vers le même point du ciel, et avaient perçu la même chose, chacun à sa manière. Cette lueur née de la fusion des 2 étoiles à neutrons portait elle-même un trésor de connaissances. Les astronomes l'ont étudiée pendant des jours, et ils y ont lu la trace de phénomènes que l'on ne faisait jusque-là que soupçonner. Car dans la violence de cette fusion, dans la chaleur et la pression inimaginables de la collision, des éléments lourds se sont forgés, des éléments parmi les plus précieux que nous connaissions, comme l'or et le platine. Ce sont là des métaux que les hommes ont cherchés et chéris depuis l'aube des temps, et dont on ignorait au juste l'origine. On comprend aujourd'hui qu'une bonne part de l'or qui existe dans l'univers, et peut-être de celui que tu portes ou que tu as déjà tenu, est né dans de telles catastrophes cosmiques, dans la fusion d'étoiles mortes, il y a très longtemps, bien avant que la Terre elle-même ne se forme. L'or de nos bijoux et de la poussière d'étoiles à neutrons,
forgé dans le plus violent des creusets. Pose un instant cette pensée sur toi, comme une couverture douce. L'or qui brille dans le monde, ce métal qui a fait rêver les hommes, n'est pas né sur la terre. Il vient des profondeurs du cosmos, de l'union d'astres effondrés, d'événements si violents qu'ils font trembler l'espace lui-même. Et c'est en écoutant le frémissement de l'espace, en captant le chant de ces astres, que nous avons pu en avoir la preuve. Les ondes gravitationnelles ne nous ont pas seulement révélé l'existence d'événements lointains. Elles nous ont aidés à comprendre d'où vient une partie de la matière qui nous entoure, à relier le plus lointain des phénomènes cosmiques au plus familier des métaux. Le ciel et la terre se rejoignent dans cette découverte, et il y a là de quoi rêver sans fin. Cet instant, où l'on a entendu et vu en même temps le même événement cosmique, a marqué la naissance d'une nouvelle manière d'observer l'univers, que l'on a nommée l'astronomie des multiples messagers. Car désormais, le cosmos ne nous parle plus d'une seule voix, mais de plusieurs à la fois. La lumière, sous toutes ses formes. Et les ondes gravitationnelles, ce frémissement de l'espace. En combinant ces différents messages, en écoutant et en regardant ensemble, on apprend bien davantage que par chacun pris à part. C'est comme si, ayant longtemps connu le monde par les seuls yeux, nous découvrions soudain que nous avions aussi des oreilles, et que les deux sens, accordés, nous donnaient du réel une image bien plus riche et plus profonde. Songe à tout ce que cette fusion d'étoiles à neutrons nous a appris en une seule nuit. En entendant l'onde gravitationnelle, on a su qu'il s'agissait de deux étoiles à neutrons, on a mesuré leur masse, suivi leur danse finale. En voyant la lumière, on a su dans quelle galaxie cela s'était produit, à quelle distance, et l'on a pu étudier la matière projetée, y reconnaître la signature des éléments lourds qui s'y forgeaient. L'oreille et l'œil, ensemble, ont raconté une histoire que ni l'un ni l'autre n'aurait pu raconter seul. C'est cela, l'astronomie des multiples messagers, non pas remplacer un sens par un autre, mais les unir, les accorder, pour percevoir le réel dans toute sa richesse. Et ce qu'il y a de beau, c'est que cette manière d'observer ne fait que commencer. Chaque nouvelle détection est une occasion de tendre vers le ciel à la fois l'oreille et le regard, et de saisir, en un même instant, plusieurs facettes du même événement lointain. Pense aussi à ce que cela signifie pour notre place dans l'univers. Pendant des siècles, nous nous sommes crus séparés du cosmos, posés sur notre petite terre comme des spectateurs d'un spectacle qui se jouait loin de nous. Et voici que la science nous révèle que nous sommes faits de la matière même des étoiles, que l'or de nos bagues, le fer de notre sang, le calcium de nos os ont été forgés dans le cœur d'astres morts depuis des milliards d'années, et dispersés par leurs explosions et leurs collisions à travers l'espace. Nous ne sommes pas séparés du cosmos. Nous en sommes nés, nous en sommes faits, nous lui appartenons. Et quand nous tendons l'oreille vers le frémissement de l'espace, c'est, d'une certaine manière, l'univers qui s'écoute lui-même à travers nous. Il y a, dans cette pensée, de quoi se sentir relié à tout, et de quoi reposer en paix. Ceux qui ont rendu cette aventure possible n'ont pas été oubliés, et leur reconnaissance a, elle aussi, quelque chose d'émouvant. Peu de temps après la première détection, le plus prestigieux des prix scientifiques, le prix Nobel de physique, a été décerné à 3 des hommes qui avaient porté ce rêve pendant des décennies. Leur nom mérite d'être prononcé dans le calme de cette nuit, car ils incarnent la patience et l'obstination de toute une communauté de chercheurs. René Weiss, qui avait imaginé très tôt comment une telle machine pourrait fonctionner. Kip Thorne, qui avait compris en théoricien ce que ces ondes pouvaient nous apprendre. Et Barry Barish, qui avait su transformer un projet fragile en une grande entreprise capable d'aboutir. À travers eux, c'est le travail de milliers de personnes, ingénieurs, techniciens, chercheurs, anonymes pour la plupart, qui a été honoré. Car une telle découverte n'est jamais l'œuvre d'un seul. Elle est le fruit d'une multitude de mains et d'esprits, unis par une même quête, sur plusieurs générations. Reviens maintenant, en pensée, à la nature même de ce que ces machines ont capté, et laisse-toi émerveiller une dernière fois par la finesse de la chose. Songe que pour entendre le chant de 2 trous noirs, il a fallu mesurer un déplacement plus petit qu'un proton sur une distance de 4 kilomètres. C'est une précision que rien dans notre expérience quotidienne ne peut approcher. C'est comme mesurer la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche au-delà du Soleil, et y déceler un changement de l'épaisseur d'un cheveu. C'est comme entendre, dans le vacarme d'une grande ville, le battement d'ailes d'un papillon à l'autre bout du monde. Et pourtant, l'humanité y est parvenue. Par la patience,
par l'ingéniosité, par la foi dans une idée née un siècle plus tôt, elle a construit un instrument capable de sentir le frémissement le plus ténu de la trame du réel. Reviens, dans le calme de cette nuit, sur ce long chemin d'un siècle, car il porte une leçon douce. Quand Einstein a prédit ces ondes, il n'existait ni les lasers, ni les ordinateurs, ni les techniques du vide qu'il faudrait pour les détecter. Tout cela restait à inventer. Sa prédiction était comme une graine semée dans un sol qui n'était pas encore prêt à la faire germer. Il a fallu attendre que la science et la technique mûrissent, que des outils nouveaux apparaissent, que des générations de chercheurs s'emparent du problème et le fassent avancer pas à pas. Une idée juste peut ainsi dormir longtemps, attendant son heure, jusqu'à ce que le monde soit enfin capable de la vérifier. Il y a, dans cette patience des idées, quelque chose qui apaise. Tout ne se réalise pas dans l'urgence. Les plus belles choses prennent parfois un siècle à se révéler, et il faut savoir semer sans toujours espérer récolter soi-même. Et ce qui s'ouvre désormais devant nous est plus vaste encore que ce qui s'est accompli. Car nous ne faisons qu'apprendre à entendre, et notre oreille est encore neuve, encore malhabile. On rêve déjà de détecteurs plus grands, plus sensibles, capables de capter des ondes que nos machines actuelles laissent passer sans les sentir. On imagine des instruments installés dans l'espace, libres du tremblement de la Terre, dont les bras s'étendraient sur des millions de kilomètres et qui pourraient entendre le frémissement lent de trous noirs gigantesques, ceux qui sommeillent au cœur des galaxies. Et l'on espère, un jour, percevoir l'écho le plus ancien de tous, le frémissement né des tout premiers instants de l'univers, cette rumeur fossile venue du commencement du temps, que ni la lumière ni rien d'autre ne peut nous apporter, et que seules les ondes gravitationnelles pourraient un jour nous révéler. L'oreille tendue vers le ciel est encore jeune, et nul ne sait quel chant elle entendra dans les âges à venir. Et depuis cette première détection, l'oreille tendue vers le ciel n'a cessé d'entendre. Ce qui semblait un miracle unique est devenu, peu à peu, une moisson régulière. On a capté bien d'autres signaux, bien d'autres fusions de trous noirs, bien d'autres rencontres d'astres effondrés, jusqu'à en faire presque une habitude, comme si l'univers, une fois qu'on avait appris à l'écouter, se révélait bien plus bavard qu'on ne l'aurait cru. Chaque nouvelle détection est une histoire venue du fond du temps, un événement vieux de millions ou de milliards d'années qui nous parvient enfin, et chacune nous apprend quelque chose sur ces astres extrêmes, sur leur nombre, sur la manière dont ils se forment, dont ils se rencontrent, dont ils peuplent l'immensité. Là où, hier encore, régnait le silence, nous entendons maintenant un murmure constant, fait de 1000 danses lointaines. Imagine, dans la douceur de cette nuit, ce que c'est que d'écouter ainsi le cosmos. Pendant toute l'histoire de notre espèce, nous avons levé les yeux vers les étoiles, et nous les avons trouvées belles, mais muettes. Elles brillaient en silence, lointaines, indifférentes en apparence. Et voici que, pour la première fois, nous découvrons que ce silence n'en était pas un, que l'univers tout entier vibrait de chants que nous n'avions pas les moyens d'entendre. C'est comme si un sourd, soudain, recouvrait l'ouïe, et découvrait que le monde qu'il croyait silencieux était empli de musique. Cette révélation est encore toute neuve, et nous en sommes aux premiers instants de cette écoute. Quels chants nous reste à entendre, quels événements lointains attendent encore que nous tendions l'oreille vers eux, nul ne le sait. Mais la fenêtre est ouverte, désormais, et elle ne se refermera plus. Mais cette nuit, tu n'as pas à te projeter dans l'avenir. Tu peux te contenter de goûter ce que nous savons déjà, et de laisser ce savoir te bercer. Au-dessus de toi, en cet instant même, l'univers continue de vibrer. Quelque part dans l'immensité, des trous noirs tournent l'un autour de l'autre, des étoiles à neutrons s'approchent en spirale, et de leur danse naissent des ondes qui s'élancent à travers le cosmos, voyageant vers nous à la vitesse de la lumière, depuis des distances que la pensée a peine à concevoir. À chaque instant, l'espace autour de toi est traversé par ces frémissements infimes, venus des quatre coins du ciel, témoins silencieux des plus grandes catastrophes de l'univers. Tu ne les ressens pas, ton corps ne les perçoit pas, mais ils sont là, ils te traversent, ils étirent et compriment l'espace autour de toi, d'une mesure infime, sans cesse. Il y a quelque chose d'apaisant à se savoir baigner dans ce murmure incessant du cosmos. L'univers n'est pas le grand silence glacé que l'on imagine parfois. Il est parcouru, en permanence, de chants profonds, de frémissements nés de la danse des astres, qui se croisent et se mêlent dans la trame de l'espace. Nous ne faisons que commencer à les entendre, mais ils ont toujours été là, depuis les premiers âges, et ils seront là longtemps après nous.
Tu reposes, cette nuit, au creux de cette grande rumeur silencieuse, comme un dormeur au bord d'un océan dont il n'entend que le ressac lointain. Et il y a, dans cette pensée, de quoi se sentir à la fois tout petit, et par une grâce étrange, à sa juste place, relié à l'univers entier par ces ondulations qui te traversent. Songe encore, avant de glisser vers le sommeil, à la beauté de cette histoire prise dans son ensemble. Un homme, il y a un siècle, devine que l'espace peut trembler, et il l'écrit dans le langage des équations, sans espérer le voir confirmé de son vivant. Des générations de chercheurs reprennent ce rêve et bâtissent, peu à peu, des machines d'une délicatesse inouïe. Et un matin de septembre, ces machines frémissent à l'unisson, touchées par le chant de deux trous noirs qui s'étaient unis il y a plus d'1 milliard d'années, alors que la Terre était jeune et que personne ne pouvait imaginer qu'un jour, sur cette planète, des êtres tendraient l'oreille vers le ciel et entendraient ce chant. C'est une histoire de patience et de foi, une histoire où l'intuition d'un seul, portée par le travail de milliers, finit par triompher du temps et de l'immensité. Laisse cette histoire se déposer en toi, et que ton souffle l'accompagne. L'air entre, calme, et descend dans ta poitrine. L'air ressort, et emporte avec lui un peu de la pensée du jour. Tu n'as rien à diriger, rien à retenir. Le souffle va et vient de lui-même, fidèle, comme il a fait toute ta vie, comme les ondes vont et viennent à travers l'espace sans que rien les arrête. Tu reposes, et autour de toi, l'univers veille à sa manière, vibrant en silence de toutes ces danses lointaines. Tu fais partie de cette grande trame souple qu'Einstein a devinée, cette étoffe d'espace et de temps qui se courbe, qui se creuse, qui frémit, et dans laquelle ton corps lui-même est tissé. Tes pensées, à présent, se font plus lentes, plus espacées, comme une onde qui s'éloigne de sa source et s'étale jusqu'à n'être plus qu'un murmure. Une image te vient, celle d'une grande toile tendue dans le noir, sur laquelle deux astres tournent l'un autour de l'autre en formant des rides qui s'éloignent en cercle. Puis cette image se dissout, remplacée par une autre, le chant léger d'un gazouillis qui monte et s'éteint, le souvenir lointain d'un son que l'humanité a su arracher au silence du cosmos. Tu ne cherches pas à retenir ces images. Tu les laisses passer, l'une après l'autre, comme les ondes passent à travers l'espace, te traversant sans peser, te laissant plus calme à mesure qu'elles s'éloignent. Ton corps, maintenant, s'enfonce dans le repos, partie après partie. Tes jambes pèsent contre ce qui les soutient, sans tension, les muscles au repos. Ton dos s'étale et trouve son appui, vertèbre après vertèbre. Tes épaules s'abaissent, libérées de toute charge, et le poids de ta tête repose tout entier, sans que tu aies à le soutenir. Ton visage se lisse, le pli entre tes sourcils s'efface, ta mâchoire se desserre. Il n'y a plus rien à tenir, plus rien à porter, plus rien à comprendre cette nuit. Tu as voyagé jusqu'aux confins du temps et de l'espace, tu as suivi le chant des astres morts depuis plus d'1 milliard d'années, et te voici maintenant ramené, en douceur, jusqu'à ta couche, jusqu'à la chaleur de ton lit, jusqu'au calme de cette nuit. Au-dessus du toit, au-delà des nuages, au-delà même de l'atmosphère, le grand univers poursuit sa danse, indifférent et fidèle. Des étoiles brillent, des galaxies tournent, des trous noirs tournoient l'un autour de l'autre dans des ténèbres lointaines, et de toute cette immensité naissent sans cesse des ondes qui voyagent vers nous, à travers le vide, à la vitesse de la lumière. Cette nuit, comme toutes les nuits, l'espace autour de toi frémit en silence de ces murmures venus du fond des âges. Tu reposes au creux de cette rumeur secrète, bercé par le chant que tu ne peux entendre, mais dont tu sais maintenant qu'il existe, qu'il t'entoure, qu'il te traverse, depuis le commencement. Tu n'as plus rien à faire qu'à te laisser porter par ce calme immense. La science, ce soir, t'a montré que l'univers chante, et que nous avons appris à l'écouter. Et il n'y a rien de plus apaisant que de s'endormir en sachant que, par-delà le silence apparent du ciel, tout vibre, tout danse, tout résonne en douceur, dans la grande étoffe de l'espace et du temps dont tu es toi-même un fil. Laisse cette pensée fondre dans le sommeil qui monte, comme une onde qui s'éloigne et se dissout dans l'immensité. Et maintenant, tu peux dormir. Bonne nuit.